Salut à tous, je m'appelle Justine. J'ai maintenant 30 ans, et à 21 ans, ma belle-mère m'a accusé d'agression pour bloquer un héritage d'un demi-million de dollars que mon père m'avait réservé. Il a cru chacun de ses mots. Avant de vous raconter comment une seule erreur d'inattention a fait s'effondrer tout leur univers 7 ans plus tard, faites-moi une faveur et dites-moi depuis où vous regardez cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Ce souvenir est gravé dans ma mémoire, tranchant et cruel comme un éclat de verre. Je me trouve debout dans le salon, celui-là même où j'avais grandi. L'air était lourd du parfum cher de Catherine. Une odeur fleurie et étouffante que je déteste depuis lors. Elle était effondrée sur le canapé en peluche beige, le visage enfoui dans ses mains, ses épaules secouées par des sanglots parfaitement simulés. Mon demi-frère, Léo, son fils chéri, se tenait à ses côtés, une main posée de façon protectrice sur son dos. Il m'a jeté un regard de pur venin, les yeux plissés. « Monstre », a-t-il articulé en silence. Ces mots étaient comme une fléchette empoisonnée traversant la pièce, mais ce n'est pas sur eux que j'étais concentré. Mes yeux étaient fixés sur mon père, Richard. Il se tenait près de la cheminée, le visage de pierre. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait tenu la main aux funérailles de mon grand-père, me regardait comme si j'étais un parfait étranger, un étranger dangereux. « Papa » ai-je commencé, la voix brisée. « Papa, je ne ferai jamais ça. »« Tais-toi. » Il m'a coupé la parole, la voix dangereusement basse. Ce n'était pas un cri, c'était pire. C'était un jugement froid et définitif. N'ose même pas me mentir. Pas après ça. Mais c'est un mensonge. Ma voix a monté d'un ton, pleine de désespoir. Elle ment. Regarde-moi. Quand t'ai-je déjà donné une raison de douter de moi? Catherine a laissé échapper un gémissement plaintif depuis le canapé, un petit bruit théâtral qui m'a retourné l'estomac. Richard, s'il te plaît, a-t-elle étouffé. Ne me force pas à écouter ça. Je me sens tellement violé. C'était tout. C'était le coup de grâce. Le visage de mon père s'est durci, sa mâchoire se contractant. Il a fait un pas vers moi, les yeux brûlants d'une fureur que je ne lui avais jamais vue. C'était une sainte colère, le genre de colère qu'un homme ressent lorsqu'il protège sa famille. Le seul problème, c'est qu'à ses yeux, je n'en faisais plus partie. Il a pointé un doigt tremblant vers la porte d'entrée. L'horloge grand-père dans le couloir semblait sonner anormalement fort, égrenant les dernières secondes de mon ancienne vie. « Sors de chez moi », a-t-il dit, chaque mot résonnant comme un coup de marteau. « Prends tes affaires et va-t'en. »« Papa, s'il te plaît », ai-je supplié, les larmes coulant désormais sur mes joues. « Tu dois m'écouter. Ce n'est pas réel. » Il a fait un autre pas, son visage à quelques centimètres du mien. J'ai dit, « Sors », a-t-il répété, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque. « Et ne reviens jamais. Tu n'es plus mon fils. » C'est à cet instant que mon monde s'est effondré. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai reculé en trébuchant. Le choc était si profond qu'il m'a semblé être un coup physique. J'ai tourné mon regard de son visage froid et implacable vers le visage caché de Catherine, qui souriait probablement, puis vers le rictus triomphant de Léo. J'étais absolument et complètement seul à essayer de comprendre comment un père pouvait si facilement rejeter son propre fils, comment une famille pouvait être si profondément empoisonnée de l'intérieur. Il nous faut revenir en arrière, bien des années auparavant, le jour où Catherine est entrée dans nos vies. Le divorce de mes parents n'était pas beau à voir, mais il s'est fait proprement. Ils se sont séparés quand j'avais 9 ans. Pas de cris, pas d'assiettes cassées, juste un silence lourd et triste qui s'est installé sur la maison pendant des mois. L'accord était simple, je vivais avec ma mère, Hélène, la semaine, et je passais les week-ends avec mon père. Pendant quelques années, cela a fonctionné. Mon père était mon héros. Les week-ends étaient notre moment à nous. Des sorties de pêche, des matchs de baseball, des heures passées sur sa vieille Mustang dans le garage. C'était simple et c'était bien. Puis, quand j'avais 11 ans, et a rencontré Catherine. La première fois que je l'ai vue, elle n'était que sourire radieux et embrassade chaleureuse. Elle avait 2 enfants, dont un fils nommé Léo, qui avait 1 an de plus que moi. Il était calme et m'observait avec une intensité dérangeante, comme s'il m'évaluait. Mon père était plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années.
Et parce que je l'aimais, je voulais être heureux pour lui. J'ai vraiment essayé. Ils se sont mariés 1 an plus tard, quand j'avais 12 ans. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Ce changement n'a pas été un tremblement de terre soudain, c'était un poison lent et insidieux. Cela a commencé subtilement. Quand mon père était dans la pièce, Catherine était la belle-mère parfaite. Justine, mon chéri, tu as besoin de quelque chose? Tu as assez mangé? Mais à la seconde où il s'éloignait pour prendre un appel ou aller au garage, son visage changeait. Son sourire chaleureux disparaissait, remplacé par une ligne fine et serrée. Ses yeux devenaient glacials. Je me souviens de la première fois que c'est arrivé. Nous étions dans la cuisine quelques mois seulement après le mariage. Mon père venait de sortir pour tondre la pelouse. Je me servais un verre d'eau. Tu sais, a-t-elle dit, sa voix n'étant qu'un murmure bas, complètement différent de son ton enjoué habituel. Je ne t'aime pas vraiment. Je me suis figé, la main sur le robinet. J'avais 12 ans. J'ai cru qu'elle plaisantait. Je me suis retourné et j'ai forcé un rire nerveux. Quoi? Elle n'a pas souri. Elle s'est simplement appuyée contre le comptoir en croisant les bras. Je suis sérieuse. Tu me rappelles ta mère. Et franchement, je ne peux pas la voir en peinture. Alors, pour le bien de ton père, nous allons faire semblant de bien nous entendre. Quand il est là, nous sommes une famille. Quand il n'est pas là, tu restes en dehors de mon chemin. Compris? La froideur de sa voix était terrifiante. Ce n'était pas de la colère, c'était un simple constat. J'ai juste hoché la tête, incapable de parler. Évidemment, je l'ai dit à ma mère. La fois suivante où elle m'a déposé, j'ai éclaté en sanglots dans la voiture et je lui ai tout raconté. Ma mère, Hélène, est une battante. Elle a immédiatement appelé mon père. J'entendais sa version de la conversation au téléphone. Hélène, s'il te plaît. Tu réagis de manière excessive. Elle a été absolument merveilleuse avec lui. Justine a simplement du mal à s'adapter. Il ne m'a pas cru. Il n'a même pas envisagé que ce soit possible. Quand je suis entré dans la maison ce week-end-là, Catherine m'attendait. Elle m'a entraîné dans la buanderie, ses doigts s'enfonçant dans mon bras. Son sourire avait disparu. Je vois que tu es un rapporteur, a-t-elle sifflé, son visage tout près du mien. Laisse-moi clarifier quelque chose une bonne fois pour toutes. Si jamais, au grand jamais, tu répètes quoi que ce soit sur moi à ta mère, je ferai en sorte que tu n'aies plus de père dans ta vie. Est-ce que tu m'as compris? Mon cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, a-t-elle dit en resserrant sa prise, que je vais divorcer d'avec ton père. J'engagerai le meilleur avocat, et je lui prendrai jusqu'au dernier centime. Je le laisserai sans rien. Un homme brisé, ruiné. Et ce sera de ta faute. Ton choix, un père heureux ou pas de père du tout. Alors tu vas fermer ta bouche. Je l'ai cru. Mot pour mot. La menace était si absolue, si dévastatrice qu'elle m'a réduit au silence le plus complet. À partir de ce jour-là, j'ai appris à mener 2 vies. L'une où je figurais dans une famille recomposée heureuse pour le bien de mon père, et l'autre où j'étais un fantôme indésirable dans la propre maison de mon père. Le silence était le prix à payer pour le garder à mes côtés. Les années qui ont suivi ont été une démonstration magistrale d'abus psychologiques. Catherine y excellait. Sa cruauté était toujours voilée, toujours contestable. C'était la mort à petit feu, chaque coup étant trop insignifiant pour que mon père s'en rende jamais compte. La nourriture est devenue son arme préférée. J'étais un adolescent en pleine croissance, j'avais toujours faim. Quand mon père était là, elle remplissait mon assiette à ras-bord. Un garçon en pleine croissance a besoin d'énergie, disait-elle avec un sourire éblouissant. Mais les soirs où mon père travaillait tard ou sortait avec des amis, les choses étaient bien différentes. J'arrivais dans la salle à manger et je trouvais un couvert pour elle et Léo, mais aucun pour moi. Oh, Justine, je suis tellement désolée, disait-elle, les yeux grands ouverts d'une fausse innocence. J'ai complètement oublié que tu restais ce soir. Je n'ai préparé que pour 2 personnes. La première fois, j'ai pensé que c'était une erreur honnête. La 5e fois, j'ai compris que c'était une tactique. Léo restait assis à me narguer avec un sourire narquois devant son assiette de lasagne tandis qu'on me disait que je pouvais prendre un bol de céréales ou des restes de soupe. Je me couchais souvent le ventre vide et douloureux,
écoutant le son de leur rire devant la télévision du salon. Puis vinrent les commentaires sur mon apparence. J'étais un peu gauche à l'adolescence, légèrement en surpoids comme beaucoup de jeunes. Catherine s'est jetée là-dessus comme un prédateur. Elle ne le disait jamais devant mon père, mais en me croisant au détour d'un couloir tranquille, elle me dévisageait de haut en bas et disait « Cette chemise ne te va vraiment pas. Elle te boudine. » Ou encore « Es-tu sûr de vouloir manger ça? Pense à ton menton. » Léo, bien sûr, suivait son exemple. Il m'appelait « le gros » ou « sac à Saint-Doux » à voix basse, juste assez fort pour que je l'entende. Quand j'essayais d'en parler à mon père, il soupirait et disait « Justine, c'est juste pour rire. Les garçons font ça. Tu devais te forger une carapace. » Il ne comprenait pas que ce n'était pas un simple jeu. C'était un goutte à goutte de poison permanent destiné à éroder mon estime de moi. Et cela fonctionnait. J'ai commencé à détester mes week-ends chez lui. J'inventais des maux d'estomac, je prétendais avoir trop de devoirs, n'importe quoi pour éviter d'y aller. Alors j'y allais. J'affichais un visage joyeux. J'endurais les piques silencieuses, les assiettes oubliées, le sentiment d'être un intrus. Le pire de tout, c'était la solitude. J'étais dans une maison pleine de monde, y compris mon propre père, et je ne m'étais jamais senti aussi seul. Le seul endroit où je me sentais en sécurité était ma chambre. Je m'y réfugiais pendant des heures, à lire ou à écouter de la musique, essayant de me faire le plus petit et le plus invisible possible. Mais même cet endroit n'était pas sacré. Catherine n'avait aucun respect pour ma vie privée. Elle entrait sans frapper, souvent sous prétexte de chercher quelque chose. En rentrant de promenade, je trouvais parfois mes tiroirs entr'ouverts, mes affaires déplacées. Elle fouillait, même si je n'ai jamais su ce qu'elle cherchait. C'était une question de pouvoir. Il s'agissait de me montrer qu'il n'y avait aucun espace dans cette maison, pas même ma propre chambre, où j'étais vraiment à l'abri d'elle. Je vivais en territoire ennemi, et le commandant en chef était la femme que mon père aimait. J'ai appris à enfouir ma souffrance, à dresser des barrières autour de moi. Je pensais que si je tenais bon jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à mon départ pour l'université, je serais libre. Je me trompais. Les choses allaient encore s'empirer. Quand j'avais 14 ans, mon père a annoncé de grandes vacances en famille. Un voyage de 2 semaines en Europe. Ma première réaction a été l'effroi. 2 semaines. 14 jours piégés avec Catherine et Léo, sans aucune échappatoire possible. Mais mon père était tellement enthousiaste, les yeux brillants. Ce sera le voyage de notre vie, fiston. Tous ensemble. Comment aurais-je pu refuser? Ce voyage a été un cauchemar déguisé en carte postale. Devant mon père, Catherine jouait la belle-mère attentionnée, désignant les monuments historiques et prenant des photos de famille où elle passait son bras autour de mes épaules. Son sourire était aussi large et faux qu'un décor de cinéma. Mais dès qu'il avait le dos tourné, les agressions reprenaient. Désormais avec Léo comme complice réjoui, cela se jouait sur de petits détails. Dans un glacier à Rome, j'ai pris 2 boules de glace. Catherine a soupiré de manière dramatique et a dit à Léo, juste assez fort pour que je l'entende, j'espère qu'il a prévu de marcher pour éliminer tout ça. On ne voudrait pas qu'il craque son nouveau short. Léo a ricané. À la plage, il faisait des remarques sur mon poids, m'appelant « la baleine échouée » à voix basse. J'essayais d'ignorer ses railleries. Je me suis mordu la langue tant de fois que j'en sentais le goût du sang. Je le faisais pour mon père. Je voulais seulement qu'il soit heureux. Le point de rupture est survenu lors de notre dernier dîner à Paris. Nous étions dans un magnifique restaurant très cher. J'étais misérable. J'avais passé 2 semaines à être leur punching ball verbal. Léo racontait une histoire et je devais probablement fixer mon assiette, perdu dans mes pensées. « Justine, tiens-toi droit », a lancé Catherine d'un ton sec. « Tu es tout avachi. Ce n'est pas très poli. Quelque chose en moi s'est brisé. » Toutes ces années d'insultes, de faim et de menaces sont remontées d'un coup à la surface. J'ai levé les yeux de mon assiette, fixant directement Léo qui affichait un large sourire. « Eh bien, ai-je dit, la voix tremblante de colère contenue, au moins, je n'ai pas un double menton comme ton fils. » Puis je me suis tourné vers Catherine. « Et tu ferais bien de te taire dans cette robe. On dirait un pingouin. » Un silence stupéfait et horrifié est tombé sur la table.
Le visage de mon père est passé du sourire à la colère noire en une fraction de seconde. La mâchoire de Léo s'est décrochée. Les yeux de Catherine se sont remplis de larmes. Vrai ou fausse? Je n'aurais su le dire. Justine, a hurlé mon père, sa voix résonnant dans le restaurant tranquille. Excuse-toi immédiatement. Non, ai-je dit en me levant. Je ne le ferai pas. Ils m'ont harcelé pendant tout le voyage, et depuis des années. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles, a sangloté Catherine en s'essuyant les yeux avec une serviette. Nous n'avons été que bienveillants avec toi. Ça suffit. Mon père a frappé la table du poing. Tu vas t'excuser auprès de ta mère et de ton frère ou tu rentres à pied à l'hôtel dès maintenant. J'ai regardé son visage furieux et j'ai compris que c'était sans espoir. Il ne me voyait pas, moi. Il ne voyait que sa nouvelle famille parfaite et moi, le fils en colère et perturbateur qui gâchait tout. Je n'ai pas prononcé un mot de plus. Je me suis retourné et je suis sorti du restaurant, les laissant là. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère depuis ma chambre d'hôtel, en pleurs. Ce fut la goutte d'eau de trop pour elle. À notre retour aux États-Unis, elle a appelé mon père, et j'ai pu entendre sa version de l'appel. Ce n'était pas une demande, c'était un ultimatum. Richard, je te le dis tout de suite, a-t-elle déclaré d'une voix glaciale. Si jamais j'apprends que ta femme ou son fils fait la moindre remarque supplémentaire sur le poids de mon fils, son apparence ou quoi que ce soit d'autre, je n'hésiterai pas. J'appellerai les services de protection de l'enfance et je porterai plainte contre elle pour maltraitance psychologique. Est-ce qu'on s'est bien compris? Ce coup de fil a tout changé. Les agressions verbales directes ont cessé, mais Catherine était bien trop maligne pour en rester là. Elle n'a pas arrêté sa guerre contre moi, elle a simplement changé de stratégie. À partir de ce jour, elle et Léo ont adopté une tactique encore plus insidieuse, un mépris et un silence radio absolu. Dès que mon père sortait de la pièce, je cessais tout simplement d'exister. Les années qui m'ont séparé de l'université ont été calmes, étrangement calmes. Catherine a tenu sa promesse envers ma mère, mais uniquement au sens le plus littéral. Elle ne m'a plus jamais adressé une parole blessante. Au lieu de cela, elle a perfectionné l'art de me rendre invisible. Si j'entrais dans une pièce où elle discutait avec Léo, il s'interrompait et me fixait du regard jusqu'à ce que je sorte. Si je posais une question, elle faisait semblant de ne pas m'entendre, pour répondre à Léo un instant plus tard lorsqu'il demandait exactement la même chose. Elle planifiait des sorties en famille le week-end, des séances de cinéma, des dîners ou des excursions au lac, et, oubliait, de me le dire jusqu'au moment où il passait la porte. « Oh, Justine, on pensait que tu ne voudrais pas venir », disait-elle en haussant les épaules, laissant flotter ce mensonge évident dans l'air. Mon père, toujours aussi inconscient, disait simplement « Eh bien, pourquoi n'as-tu pas dit que tu voulais venir, fiston ?» Il ne voyait pas cette exclusion délibérée et calculée. Il ne voyait qu'un adolescent boudeur qui ne semblait jamais vouloir participer aux activités de la famille. Le pire incident de cette époque est survenu quand j'avais 16 ans. Je passais quelques jours chez mon père pendant les vacances scolaires. Il invitait des amis pour un barbecue et, sur un coup de tête, j'ai proposé de m'occuper de toute la cuisine. Je m'étais pris de passion pour le barbecue et je me dévouais plutôt bien. Mon père était ravi. J'ai passé toute l'après-midi à faire les préparatifs, j'ai confectionné des burgers maison, fait mariner le poulet, préparé une salade de pommes de terre et du coleslaw. Ce soir-là, tout le monde a adoré la nourriture. Les amis de mon père me tapaient sur l'épaule, lui disant qu'il avait un futur chef à la maison. Pour la première fois depuis bien longtemps, je me savais exister dans cette demeure. J'étais fier, et mon père rayonnait. Plus tard ce soir-là, j'étais à l'intérieur pour prendre d'autres boissons dans la cuisine quand j'ai surpris Catherine qui parlait avec l'une de ses amies sur la terrasse, juste sous la fenêtre ouverte. « Il est insupportable, n'est-ce pas ?» disait la voix de Catherine dans un murmure bas et venimeux. À plastronner partout comme s'il était une sorte de célébrité. Honnêtement, j'ai tellement hâte qu'il ait 18 ans pour ne plus avoir à subir ces visites obligatoires du week-end. Son amie Sarah a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre, puis Catherine a ri, d'un petit rire amer. Sincèrement, j'espérais qu'il brûle le poulet, juste pour voir la déception sur le visage de Richard. Ça aurait bien fait les pieds à ce sale gosse. Je me suis figé, serrant ma bouteille de soda si fort que je suis surpris qu'elle n'ait pas éclaté. Elle espérait que j'échoue. Elle souhaitait activement mon échec. Même lorsque je faisais quelque chose pour elle, pour mon père, ou pour leurs invités,
ce n'était pas seulement qu'elle ne m'aimait pas, elle me méprisait. Elle voulait que je sois un raté car ma réussite, aussi minime soit-elle, était une menace pour elle. Je me suis doucement éloigné de la fenêtre, le cœur lourd comme une pierre froide dans ma poitrine. Je suis retourné dehors, j'ai affiché un sourire et j'ai joué le rôle du fils parfait pour le reste de la soirée. But ce soir-là, j'ai enfin compris. Il n'y aurait pas de trêve possible. Il n'y aurait aucune paix. C'était une guerre, et elle ne s'arrêterait pas avant d'avoir gagné. L'université ne pouvait pas arriver assez vite. C'était mon unique échappatoire. Je devais juste survivre jusque-là. L'université a été mon sanctuaire. Pendant 3 ans, j'ai été libre. J'étais simplement Justine, et non le beau-fils indésirable. Je me suis fait des amis, j'ai réussi mes cours et je ne rentrais à la maison que pour les grandes fêtes, mes visites restant brèves et formelles. Je m'étais construit une nouvelle vie, une vie où Catherine et Léo n'étaient plus qu'un bruit de fond. L'été de mes 21 ans, mon père m'a appelé. Sa voix était grave, « Justine, j'ai besoin que tu viennes dîner à la maison ce week-end. Il y a quelque chose d'important que je dois aborder avec toute la famille. » Un sentiment d'angoisse m'a submergé, mais j'ai accepté. Le mot « famille » dans sa maison impliquait toujours des complications. Ce samedi-là, le dîner fut tendu. Catherine jouait le rôle de l'hôtesse parfaite, mais ses sourires ne parvenaient pas jusqu'à ses yeux. Léo était d'un calme inhabituel, m'observant avec le même regard calculateur que durant notre enfance. Mon père semblait nerveux. Après le repas, il s'est raclé la gorge et a joint ses mains sur la table. « Très bien », a-t-il commencé. « Je vous ai réunis ici ce soir parce que j'ai récemment mis à jour mes documents juridiques. Mon testament. Je pense qu'il est important que chacun connaisse mes volontés, pour qu'il n'y ait pas de surprise à l'avenir. » Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Il s'agit de la succession, a-t-il poursuivi. Tout d'abord, Catherine, en tant qu'épouse, la maison te reviendra entièrement, libre de toute dette. C'est ton foyer. Elle s'est penchée pour lui serrer la main, un doux sourire de gratitude sur les lèvres. Léo et Isabella, a-t-il dit en s'adressant à ses beaux enfants, le compte d'épargne joint que nous avons ouvert pour vous sera vôtre, à partager équitablement. Ce devrait être un bon début pour vos projets futurs. Puis il s'est tourné vers moi, le regard adouci, et pendant une seconde, j'ai retrouvé le père que j'avais connu autrefois. « Justine », a-t-il dit, la voix empreinte d'émotion, « je sais que les choses n'ont pas toujours été faciles, mais tu es mon fils unique. C'est pourquoi je te laisse l'intégralité de mon compte de retraite, ainsi que la Mustang 67. » L'atmosphère s'est glacée instantanément. La Mustang était son bien le plus précieux. La voiture sur laquelle nous avions passé tant de week-ends à travailler ensemble. Elle valait une fortune, mais sa valeur sentimentale était inestimable. Le compte de retraite, je le savais, était conséquent, mon père avait été un investisseur avisé toute sa vie. On parlait d'une somme d'argent considérable, facilement un demi-million de dollars. J'étais sans voix. Une vague de soulagement et de gratitude m'a envahi. Après toutes ces années, la voilà enfin, la preuve. Il m'aimait toujours. Il me considérait bel et bien comme son fils. Mais mon soulagement fut de courte durée. J'ai regardé de l'autre côté de la table, le visage de Catherine s'était figé en un masque de fureur. Le sourire avait disparu, remplacé par une expression d'incrédulité et de rage totale. Léo donnait l'impression d'avoir reçu une gifle. « Richard », a dit Catherine, d'une voix dangereusement calme, « es-tu sérieux? L'intégralité du fonds de retraite? » « C'est mon fils, Catherine, » a simplement répondu mon père. « Mais il ne mérite pas ça », s'est emporté Léo, incapable de se retenir. « Il est presque jamais là. C'est nous qui nous occupons de toi. »« Ça suffit, Léo », a dit mon père d'un ton sévère. Mais Catherine a posé une main sur le bras de Léo. Elle a regardé mon père, les yeux soudain brillants de larmes. « Non, Richard, il a raison. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de principe. Je pense. Je pense qu'il y a quelque chose que tu dois savoir sur Justine, une chose que j'ai tue pendant des années pour protéger cette famille. » Un frisson glacial m'a traversé l'échine. Je n'avais aucune idée de ce qui se tramait, mais je savais avec une certitude absolue que ma vie allait être détruite. La bataille que je pensais avoir surmontée n'était qu'un prélude. La vraie guerre allait commencer. Quelques semaines passèrent.
Ce dîner n'était plus qu'un souvenir lointain et troublant. J'essayais de ne plus y penser. Peut-être s'agissait-il d'un simple mouvement de colère? Peut-être que cela allait passer? J'étais bien naïf. J'aurais dû savoir que Catherine n'en resterait pas là. Elle n'était pas seulement en colère, elle complotait. L'appel est arrivé un mardi soir. C'était mon père, sa voix n'étant qu'un murmure étranglé. Tu devais venir ici tout de suite. Il a raccroché avant que je ne puisse lui demander ce qui n'allait pas. J'ai fait les 40 minutes de route jusqu'à chez lui dans un état de panique grandissante. Qu'est-ce qui pouvait bien être si grave? Quand je suis entré, j'ai découvert la scène que j'ai décrite au début. La scène qui allait hanter mes cauchemars pendant des années. Catherine sur le canapé, en sanglots. Léo, le défenseur vertueux. Et mon père, le visage sombre comme un ciel d'orage. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, la voix tremblante. Tu sais très bien ce qui se passe, a hurlé Léo. Catherine a levé les yeux, le visage baigné de larmes. Elle a sursauté en m'apercevant, serrant sa robe de chambre contre elle. Richard, je ne peux pas, a-t-elle geint. Je ne peux même pas le regarder. Catherine, a dit mon père d'une voix anormalement douce, raconte-moi encore. J'ai besoin de l'entendre une dernière fois. Elle a pris une inspiration tremblante. Je me préparais à aller me coucher. Je suis sorti de la salle de bain et il se tenait là, dans le couloir, à me fixer. Elle a étouffé un sanglot. Cela fait des mois qu'il m'épie. Je l'ai surpris à essayer d'ouvrir la porte de notre chambre, de la salle de bain. J'avais trop peur pour dire quoi que ce soit. Je ne voulais pas d'histoire. Ma mâchoire s'est décrochée, quoi? C'est de la folie. Ça fait des semaines que je n'ai pas mis les pieds ici. Il a essayé. Il a essayé de se jeter sur moi, a-t-elle fini par hurler en enfouissant son visage dans ses mains. Il a dit que si je me mettais en travers de son héritage, il prendrait ce qu'il voulait sur moi à la place. C'était si absurde, si monstrueusement faux que j'ai failli rire. Mais quand j'ai vu le visage de mon père, le rire s'est bloqué dans ma gorge. Il la croyait. Il croyait chaque mot empoisonné. Papa, non, ai-je supplié en faisant un pas vers lui. C'est un mensonge. Elle invente tout ça à cause du testament. Tu le sais bien. Alors elle ment, a-t-il rétorqué, le regard flamboyant. Et Léo ment aussi? Oui, a crié Léo. C'est un malade. J'ai vu comment il regarde ma mère. C'est un pervers et un violeur. C'était une mise en scène parfaitement orchestrée. La victime éplorée, le fils héroïque et moi, le criminel. À cet instant précis, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma tante Carole, la sœur de mon père, Justine, ton père vient de m'appeler en panique. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Je suis tellement déçu par toi. Le timing était trop parfait. J'ai réalisé plus tard que Catherine avait dû l'appeler en premier pour lui donner sa version des faits, la préparant à soutenir leur mensonge. C'était un autre coup dans leur partie d'échecs, visant à m'isoler de tout allié potentiel avant même que je ne puisse appeler à l'aide. Ils avaient pensé à tout. Et c'est là que mon père m'a asséné le coup de grâce, sors de chez moi. Tu n'es plus mon fils. Il avait été mon héros, mon repère. Et en l'espace de 10 minutes, Catherine l'avait transformé en juge, juré et bourreau. Elle ne m'avait pas seulement pris mon père, elle avait souillé l'image qu'il avait de moi, transformant son amour en dégoût. En passant la porte pour me retrouver dans le froid de la nuit, j'ai compris que je n'avais pas seulement perdu un toit. J'avais tout perdu. Je me souviens à peine du trajet de retour vers mon appartement ce soir-là. Tout s'est effacé sous le coup des larmes et de la colère. Je me suis effondré dans ma chambre, je suis tombé sur mon lit et j'ai simplement craqué. Une détresse si profonde qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais s'en relever. J'ai appelé ma mère. Ma voix était si entrecoupée de sanglots qu'elle avait du mal à me comprendre. Tout ce que j'ai réussi à formuler fut « il m'a mis dehors ». Il pense que je suis un monstre. Elle est arrivée en moins d'une heure. Elle m'a serré dans ses bras pendant que je m'effondrais. Sa présence a été une encre solide dans le chaos de mon désespoir. Les jours qui ont suivi ont été les plus sombres de mon existence. Mon téléphone a littéralement explosé de messages. D'abord, un appel de mon père auquel j'ai répondu machinalement.
Ce fut bref, il m'a dit qu'il avait honte de m'avoir pour fils et qu'il demandait à son avocat de me retirer immédiatement de son testament. Il a ajouté que si j'essayais de le recontacter, lui ou Catherine, il demanderait une ordonnance restrictive. Puis il a raccroché. Ensuite, ce fut le tour des messages de toute la famille élargie, tante, oncle, cousin. Ils avaient tous entendu la version de Catherine. J'étais la honte de la famille, un prédateur. Ma tante Carole, celle-là même qui m'avait écrit le premier soir, a envoyé le message le plus cruel, ton grand-père se retournerait dans sa tombe. Tu as jeté la honte sur notre famille. Catherine et Léo ne se sont pas arrêtés là. Ils m'ont harcelé de messages haineux, m'insultant copieusement et m'ordonnant de disparaître de leur vie. C'était une attaque coordonnée visant à m'anéantir complètement. J'ai dû changer de numéro de téléphone uniquement pour que cela cesse. J'ai abandonné mes cours pour le semestre. Je ne pouvais plus me concentrer, je ne mangeais plus, je ne dormais presque plus. Je restais simplement allongé dans ma chambre à fixer le plafond. La scène du salon tournait en boucle dans ma tête, le visage dégoûté de mon père, les fausses larmes de Catherine. La dépression m'a frappé de plein fouet, m'étouffant sous un voile lourd et oppressant. Certains jours, je ne pouvais même pas m'extirper du lit. Il y a eu des moments sombres et terrifiants où j'ai pensé à en finir. La douleur d'être rejeté si violemment par mon propre père me semblait insurmontable. Si l'homme censé m'aimer inconditionnellement pouvait me croire capable d'un acte aussi abject, alors à quoi bon continuer? C'est ma mère qui m'a sauvé. Elle a refusé de me lâcher d'une semelle. Elle s'est installée dans mon petit appartement pendant quelques mois, dormant sur le canapé. Elle ne me forçait pas à parler, elle veillait juste à ce que je me nourrisse. Elle s'asseyait avec moi en silence, une présence constante et inébranlable qui me prouvait sans un mot que je n'étais pas le monstre qu'il décrivait. Elle a été ma bouée de sauvetage. Elle est la seule raison pour laquelle j'ai survécu. Lentement, très lentement, l'obscurité a commencé à s'estomper. Ce ne fut pas un lever de soleil brutal, plutôt une aube progressive. La présence rassurante de ma mère m'a aidé à reprendre pied. Au bout de quelques mois, j'ai recommencé à me sentir humain. Je me suis réinscrit à la faculté. Je me suis mis au sport. Je reconstruisais ma vie brique par brique, dans la douleur. Mais j'étais marqué. J'avais d'immenses difficultés à accorder ma confiance. Je gardais tout le monde à distance. Cette trahison avait laissé une blessure béante, et la peur que l'on m'infuse à nouveau une telle souffrance me paralysait. Pendant 2 ans, mon univers s'est résumé à ma mère et à mes études. C'était tout. Et puis, j'ai rencontré Chloé. C'était le fruit du hasard. J'étais dans un café près du campus en train de réviser pour un examen de fin d'année. J'ai tendu la main vers la dernière prise électrique disponible au même moment qu'elle. Nous avons levé les yeux et elle m'a offert ce sourire incroyablement chaleureux. « Vas-y, prends-la », a-t-elle dit. Mon ordinateur portable a plus d'autonomie qu'un sous-marin nucléaire. Je me suis surpris à lui rendre son sourire, un vrai sourire cette fois. Pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des années, nous avons discuté. C'était fluide, naturel. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, en oubliant totalement nos examens. Elle étudiait pour devenir enseignante. Elle était drôle, intelligente, et son regard traduisait une gentillesse rassurante. Nous avons commencé à nous fréquenter. J'étais prudent au début, sur la défensive. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire de mon père, j'ai simplement dit que nous avions coupé les ponts. Elle n'a pas insisté, me laissant me confier à mon propre rythme. Avec Chloé, j'ai découvert ce qu'était une relation saine. Elle était mon plus grand soutien, célébrant mes réussites et me réconfortant dans les moments de doute. Elle et ma mère sont devenues mes piliers. Elles étaient ma famille. Un soir, après environ 1 an de relation, nous parlions de notre enfance. Je lui ai finalement tout raconté, toute cette sordide histoire, depuis les menaces de Catherine quand j'étais enfant jusqu'à cette terrible accusation finale. J'ai tout déballé, m'attendant à ce qu'elle recule d'effroi en voyant le monstre que mon père avait cru déceler en moi. Au lieu de cela, elle a simplement pris ma main, les yeux embués de larmes, non pas de suspicion, mais d'empathie. « Justine », a-t-elle chuchoté, « c'est horrible. Je suis tellement désolé que tu aies dû traverser ça tout seul. » À ce moment-là, j'ai ressenti une immense libération. Quelqu'un d'autre que ma mère écoutait le pire drame de ma vie sans s'enfuir. Elle me croyait inconditionnellement.
Ce fut un moment de guérison très puissant. Je bâtissais un avenir, un bel avenir, avec une femme que j'aimais et une mère qui restait mon roc. Le passé était toujours là, tapi dans un coin de ma vie, mais il n'avait plus le pouvoir de me détruire. J'avais tourné la page, du moins le pensais-je. J'étais loin d'imaginer que ce passé s'apprêtait à ressurgir avec force. 7 ans après avoir failli me détruire. 7 ans. 7 ans de silence absolu. Durant cette période, j'avais obtenu mon diplôme universitaire, décroché un bon poste dans le marketing et emménagé avec Chloé. Nous construisions notre vie ensemble. Mon père, Catherine et Léo semblaient désormais être les personnages d'un livre lu il y a très longtemps. La douleur s'était estompée en une sourde cicatrice avec laquelle j'avais appris à vivre. Je n'avais plus jamais adressé la parole à qui que ce soit de ce côté de la famille. Puis, un jeudi après-midi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô ? Il y a eu un blanc à l'autre bout de la ligne. Puis un son a envoyé une décharge d'électricité dans tout mon corps, les sanglots d'un homme, un bruit déchirant et saccadé. Justine, a articulé une voix étouffée. C'est toi. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Je connaissais cette voix, je l'aurais reconnue entre mille. C'était lui. C'était mon père. Je n'ai rien dit. J'en étais incapable, la gorge serrée, la main crispée sur le combiné à s'en blanchir les articulations. Justine, s'il te plaît, a-t-il pleuré. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je me suis tellement trompé. Mon Dieu, j'ai eu tellement tort. Qu'est-ce que tu veux, ai-je fini par demander, d'un ton plat et dénué de toute émotion. Je sais. Je sais que tu n'as aucune raison de m'écouter, a-t-il balbutié entre deux sanglots. Mais tu dois le faire. J'ai découvert. J'ai tout découvert. Je suis resté silencieux. Je me tenais debout dans ma cuisine, le soleil d'après-midi traversant la fenêtre, écoutant le monde de mon père s'écrouler, s'étant trop tard. C'est Catherine, a-t-il dit, la voix brisée. Cela dure depuis des années. Elle a une liaison. J'ai ressenti un étrange vide dans ma poitrine. Pas de la surprise, pas même de la colère, juste un grand vide lasse. Elle me trompait, a-t-il continué, la voix nouée par l'angoisse. Avec Marc, mon meilleur ami, Justine. Mon meilleur ami, depuis plus d'une décennie, bien avant que tu n'entres à l'université. Marc avait été comme un oncle pour moi. Il était de tous les barbecues, de toutes les fêtes de famille. La trahison était si profonde, si complexe qu'elle en devenait presque poétique. J'ai trouvé un message sur son iPad, a poursuivi mon père, les mots bousculés par l'urgence. Une erreur bête. Elle a oublié de l'effacer. Je l'ai confrontée. Elle a d'abord nié, mais j'avais les preuves. Elle a fini par avouer. Elle a tout avoué. Il a repris son souffle avec peine. Et puis je lui ai demandé, je l'ai interrogé sur toi, sur ce qui l'avait poussé à me faire ça. Et elle a tout simplement craqué. Il s'est arrêté. Je l'entendais lutter pour articuler la suite. Elle a dit qu'elle était folle de rage au sujet du testament. Elle te détestait, Justine. Elle te haïssait parce que tu étais mon fils. Elle a reconnu qu'elle avait tout inventé de toutes pièces. Toute cette histoire. Elle en a ri. Elle a dit que c'était si simple de se débarrasser de toi. Elle en tirait de la fierté. Le silence s'est prolongé. J'entendais le ronronnement du réfrigérateur, le bruit lointain de la circulation. Il connaissait enfin la vérité. Cette vérité pour laquelle j'avais prié, hurlé et pleuré 7 ans auparavant. Et maintenant qu'elle éclatait enfin, je ne ressentais rien. Juste un immense vide glacial. Justine, tu es là, a-t-il supplié. Je suis là, ai-je répondu, ma voix n'étant qu'un souffle. Je suis tellement désolé, a-t-il hurlé, les mots s'arrachant de sa poitrine. Je t'ai abandonné. J'ai rejeté mon propre fils pour un mensonge. Pour elle. Est-ce que tu pourras un jour me pardonner? S'il te plaît, j'ai besoin que tu me pardonnes. Lui pardonner. Ces mots résonnaient dans le vide de ma poitrine. Il demandait le pardon. Après 7 ans de silence, après m'avoir cru coupable d'atrocité, après m'avoir abandonné à mon sort,
il réclamait l'absolution parce que son propre monde s'effondrait aujourd'hui. Non, ai-je prononcé d'une voix nette et assurée. Je ne peux pas. Et j'ai raccroché. Il n'a pas renoncé. Il a rappelé, envoyé des messages, laissé de longs messages vocaux désespérés et décousus. Il disait avoir déjà lancé la procédure de divorce. Il disait vouloir réparer ses torts. Il a organisé une rencontre, une confrontation finale. Il disait avoir besoin de ma présence. Il m'a annoncé que Catherine et Léo seraient présents au cabinet de son avocat, car il voulait qu'il me fasse face. Je ne voulais pas m'y rendre. Chloé et ma mère s'accordaient à dire que je ne lui devais absolument rien. Mais une petite partie de moi, celle qui était restée ce gamin de 21 ans brisé sur le tapis du salon, avait besoin d'y assister. J'avais besoin de voir le rideau tomber sur leur pathétique mise en scène. J'ai donc accepté. Le cabinet de l'avocat était froid et impersonnel, décoré de boiseries sombres et de cuir. Mon père, Richard, semblait avoir vieilli de 10 ans. Il avait le teint gris, les traits tirés. Catherine et Léo étaient assis en face, autour d'une grande table en acajou. Le visage de Catherine affichait une colère sourde. Léo évitait mon regard, fixant la table, la mâchoire serrée. L'avocat, un homme de caractère d'une soixantaine d'années nommé Monsieur Harrison, s'est raclé la gorge. Je me souvenais de lui depuis mon enfance, c'était un vieil ami de mon père, réputé pour sa droiture. Mon père a commencé à parler, la voix tremblante. Il a exposé les preuves de la liaison de Catherine avec Marc, son prétendu meilleur ami. Il disposait des relevés téléphoniques, des messages, des reçus de cartes bancaires pour des chambres d'hôtel. Les preuves étaient accablantes et sordides. Catherine ne niait rien. Elle restait simplement assise, les bras croisés, exhalant le mépris. Et à cause de cela, de cette trahison, a dit mon père, la voix brisée, point j'ai dû me demander quel autre PAN de ma vie n'était qu'un mensonge. Il a tourné ses yeux rougis par les larmes vers Catherine, dis-lui, a-t-il exigé. Dis la vérité à Justine au sujet de cette nuit-là. Catherine a laissé échapper un rire moqueur et cinglant. La vérité? Tu veux la vérité, Richard? La vérité, c'est que tu as été un imbécile. Un vieil imbécile aveugle. Dis-le lui, c'est tout, a répété mon père d'un ton suppliant. Elle a fini par me regarder, les yeux chargés d'une haine pure et viscérale, presque effrayante. Très bien, d'accord. Tu veux des aveux? Les voici. Elle s'est penchée en avant, sa voix n'étant qu'un sifflement venimeux qui a envahi la pièce silencieuse. Oui, j'ai tout inventé. Jusqu'au moindre mot. Tu croyais vraiment que j'allais rester les bras croisés à te regarder offrir un demi-million de mon argent, de mon avenir, à ce sale gosse? Il était le rappel permanent de ton premier mariage raté. Un fantôme à ma propre table. Je voulais qu'il disparaisse, et j'ai obtenu ce que je voulais. Elle a souri, d'une moue particulièrement laide. Et c'était si facile. Il m'a suffi de verser quelques larmes pour que ton père, ce grand protecteur, soit prêt à jeter son propre fils au loup. C'était pathétique, vraiment. La pièce est restée plongée dans un silence de mort. Monsieur Harrison, l'avocat, a simplement secoué la tête avec dégoût. Mon père a émis un bruit étouffé, comme s'il venait de recevoir un coup physique. Léo s'est tassé sur sa chaise, le teint pâle. Et moi? Je regardais, tout simplement. Je ressentais un étrange détachement, comme devant la scène finale d'un film. Le coupable livrait son monologue. Elle avouait tout, non pas avec honte, mais avec fierté. Elle était si dévorée par sa propre cupidité et sa haine qu'elle ne réalisait même pas à quel point son attitude était monstrueuse. Monsieur Harrison a pris la parole, sa voix brisant la tension ambiante. Pour mémoire, a-t-il précisé en consultant des documents, je me dois de signaler que 2 mois après que Monsieur Williams a été déshérité, j'ai reçu un appel de votre part, Catherine, me demandant quelle était la procédure légale pour faire déclarer votre époux mentalement inapte. Ce qui vous aurait donné les pleins pouvoirs sur ses biens. J'en ai bien sûr informé l'intéressé à l'époque. Le visage de Catherine est devenu livide. Mon père l'a dévisagé, son expression passant de la détresse à l'horreur. Elle n'avait pas seulement voulu m'évincer, elle en avait aussi après lui. Elle avait fini par abattre ses cartes trop tôt. La vérité éclatait enfin dans toute sa laideur, sans que je n'ai eu à prononcer un seul mot. C'était le moment où tout basculait,
le moment où les mensonges s'effondraient enfin sous leur propre poids. Merci de rester avec moi pour écouter cela. Vous êtes formidable. Si vous pouviez m'aider en aimant cette vidéo et en écrivant le chiffre 1 dans les commentaires ci-dessous, cela m'indiquera que vous m'avez suivi jusqu'ici. Cela n'aide pas seulement l'algorithme à diffuser cette histoire. Cela me permet de savoir que mon histoire fait sens pour quelqu'un d'autre. Votre soutien est ma plus grande source de motivation pour continuer à partager mon parcours. Les conséquences furent immédiates et sans pitié. Le divorce a été prononcé en un temps record. Mon père avait signé un contrat de mariage avec Catherine qui contenait une clause d'infidélité très stricte. Comme elle l'avait trompé, elle n'avait droit à absolument rien. Pas de maison, pas de pension alimentaire, pas la moindre part de son fonds de retraite. Elle est partie avec les seuls biens qu'elle possédait avant leur union. Après des années de machination pour s'emparer de la fortune de mon père, elle s'est retrouvée les mains vides. Léo et sa sœur Isabella ont également été coupés des vivres. Mon père finançait l'appartement de Léo et lui versait une généreuse pension. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Leur train de vie oisif s'est envolé. Aux dernières nouvelles, Catherine a dû s'installer chez sa sœur dans un autre état, et Léo travaille désormais pour le salaire minimum, se plaignant à qui veut l'entendre de l'injustice de la vie. J'en ai éprouvé une certaine satisfaction méritée. Quelques semaines après cette confrontation chez l'avocat, ma mère a reçu de la visite. C'était Madame Gable, notre ancienne voisine d'enfance, celle qui habitait juste à côté de chez mon père. C'était une femme douce et timide, qui s'était toujours montrée gentille avec moi. Elle s'est présentée chez ma mère avec une assiette de biscuits et les larmes aux yeux. Elle lui a expliqué qu'ayant appris la nouvelle du divorce, elle devait confesser quelque chose qui lui pesait sur la conscience depuis des années. Elle a raconté qu'à d'innombrables reprises, lorsque mon père était absent, elle se trouvait dans son jardin et entendait Catherine me hurler dessus par les fenêtres ouvertes de la maison. Elle avait perçu les insultes, les noms terribles dont Catherine m'affublait. Je n'ai jamais rien dit, a avoué Madame Gable à ma mère en pleurant. J'avais peur. C'était une femme intimidante, et Richard semblait si heureux. Je ne voulais pas m'immiscer et causer des ennuis aux petits. Son aveu apportait une pièce de plus au puzzle. Une confirmation supplémentaire de l'enfer que j'avais vécu. Je ne lui en voulais pas, je comprenais sa peur, mais c'était un triste rappel de la facilité avec laquelle les gens bien peuvent être réduits au silence, laissant le mal s'épanouir en toute impunité. Ma mère l'a remercié et lui a dit que son témoignage, même des années plus tard, avait de la valeur. Il prouvait que cette maltraitance n'était pas le fruit de mon imagination. C'était bien réel, quelqu'un d'autre l'avait vu. Une semaine plus tard, mon père a demandé à me voir pour boire un café, juste tous les deux. J'ai accepté, surtout par curiosité. Nous nous sommes assis à une petite table dans un café calme. Il semblait exténué, l'ombre de lui-même. Il a glissé une enveloppe sur la table dans ma direction. C'est de la part de mon avocat, a-t-il dit d'une voix basse. J'ai regardé l'enveloppe sans la toucher. Merci, ai-je dit doucement. Il a levé les yeux, un espoir désespéré dans le regard. Justine, je sais que je ne le mérite pas. Je sais que des excuses ne suffiront pas. Elles ne suffiront jamais. Mais je t'en supplie, pouvons-nous essayer de repartir de zéro? Peux-tu me laisser être ton père à nouveau? Je l'ai dévisagé. Je l'ai vraiment regardé. Je ne voyais pas le monstre qui m'avait jeté à la rue, je voyais simplement un vieil homme triste et brisé qui avait commis une terrible erreur. Et j'ai ressenti un soupçon de pitié. Mais la pitié n'est pas un socle sur lequel reconstruire une famille. Tu veux savoir ce qui a été le pire dans tout ça, ai-je demandé d'une voix assurée. Ce n'était pas le mensonge, ni de perdre l'héritage. C'était la rapidité avec laquelle tu l'as cru. Sans l'ombre d'une hésitation. Sans aucun doute. Tu as balayé 21 ans de paternité en moins de 10 minutes. Tu as regardé ton propre fils et tu as vu un monstre. Les larmes ont coulé de ses yeux et il a baissé le regard vers ses mains. J'avais besoin d'un père ce soir-là, ai-je continué. J'avais besoin d'un père qui se lève et dise, non, je connais mon fils, il ne ferait jamais une chose pareille. Mais tu n'étais pas là. Cet homme a disparu, et je ne peux pas le faire revenir. J'ai fini par prendre l'enveloppe. Je te remercie pour ça, vraiment. Mais ça, ai-je dit en la montrant, ce n'est que de l'argent. Cela n'achètera pas les 7 années que tu m'as volées. Je ne peux pas effacer ce que tu as fait.
Je me suis levé de table. J'espère que tu trouveras la paix. Sincèrement. Mais ma vie est belle aujourd'hui. J'ai une famille qui a confiance en moi. C'est quelque chose que tu ne peux pas m'apporter. Justine, attends, a-t-il supplié. Adieu, Richard, ai-je dit en l'appelant par son prénom pour la première fois. C'était juste. Il n'existait plus pour moi depuis bien longtemps. En sortant du café, je n'éprouvais ni colère ni sentiment de triomphe. Je me sentais simplement libre. Le dernier maillon qui m'enchaînait à ce passé douloureux venait de se briser. J'allais enfin de l'avant. L'année qui a suivi fut un tourbillon de changements positifs. C'était comme si une digue avait cédé et que toutes les bonnes choses retenues jusqu'alors pouvaient enfin inonder mon existence. La première mesure que j'ai prise a été d'utiliser une partie de l'héritage pour quitter mon emploi de marketing et lancer mon entreprise, un petit atelier de menuiserie. C'était une passion de toujours, quelque chose que j'avais appris dans le garage avec mon père durant les bonnes années avant l'arrivée de Catherine. J'avais l'impression de me réapproprier une partie de mon passé pour la transformer en avenir. Les affaires ont décollé plus vite que je ne l'aurais imaginé. Les gens adoraient les meubles sur mesure que je fabriquais. C'était un sentiment incroyable de bâtir quelque chose de réel et de durable de mes propres mains. Mais le plus beau cadeau de cette année fut Chloé. Elle a été mon soutien de tous les instants. Elle célébrait chaque petite victoire de mon entreprise et me tenait la main les jours où les souvenirs devenaient trop lourds à porter. Environ 6 mois après ma dernière entrevue avec Richard, je l'ai emmené sur la côte, à l'endroit précis de l'un de nos premiers rendez-vous. J'étais extrêmement tendu, j'avais les mains moites. Mon cœur battait à coups redoublés dans ma poitrine. Nous marchions sur la plage alors que le soleil se couchait, parant le ciel de nuances d'orange et de rose. Je me suis arrêté et j'ai pris ses mains dans les miennes. Chloé, ai-je commencé, la voix tremblante. Tu es entrée dans ma vie à un moment très sombre et tu l'as remplie de lumière. Tu m'as appris à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau. Tu n'as jamais douté de moi, pas une seule fois. Toi et ma mère, vous êtes ma famille. Vous êtes mon foyer. Je me suis posé sur un genou, j'ai sorti la bague que je dissimulais dans ma poche depuis des semaines et je lui ai demandé de m'épouser. Elle a répondu par l'affirmative, bien sûr, à travers des larmes de joie. Glisser cette alliance à son doigt m'a semblé être l'acte le plus juste et le plus évident de toute mon existence. Mais je savais que bâtir une nouvelle vie ne se résumait pas aux moments heureux. Il fallait aussi guérir les anciennes blessures. L'argent et la réhabilitation étaient une chose, mais les cicatrices psychologiques demeuraient. Elles s'étaient atténuées, mais n'avaient pas disparu. J'étais encore sujet à des crises d'angoisse, j'avais toujours une peur viscérale de l'abandon. Encouragé par Chloé, j'ai commencé à consulter un thérapeute, le docteur Evans. Ce fut l'une des meilleures décisions de ma vie. Parler avec lui, analyser toutes ces années de maltraitance et de négligence dans un cadre sécurisant a été salvateur. Il m'a donné des outils pour gérer le traumatisme, pour comprendre que la faiblesse de Richard et la cruauté de Catherine relevaient de leur propre fonctionnement, pas du mien. Ce n'était pas de ma faute. Entendre ces mots de la bouche d'un professionnel impartial m'a fait un bien fou. Je guérissais enfin, pas seulement en surface, mais au plus profond des blessures qui m'avaient si longtemps meurtri. Je me construisais un avenir auprès de la femme que j'adorais, dans un domaine qui me passionnait, devenant enfin l'homme que j'avais toujours été destiné à être. Environ 1 an après mes fiançailles avec Chloé, une enveloppe épaisse est arrivée par la poste. L'adresse était rédigée de l'écriture familière de Richard. Mon premier réflexe a été de vouloir la jeter, j'avais trouvé ma paix intérieure et je n'avais aucun désir de rouvrir de vieilles blessures. Mais Chloé, avec sa grande sagesse, m'a doucement suggéré de la lire. Ce n'est peut-être pas pour lui que tu le fais, m'a-t-elle dit. C'est peut-être pour toi, pour clore définitivement ce chapitre. Ce soir-là, je me suis donc installé avec une tasse de café et j'ai ouvert l'enveloppe. Ce n'était pas une demande de pardon, ni un tissu d'excuses. C'était simplement une longue confession de 8 pages. Il y décrivait sa culpabilité, son aveuglement volontaire. Il reconnaissait avoir ignoré les signaux d'alarme pendant des années parce qu'il refusait catégoriquement d'affronter un second échec conjugal. Il avait fait passer son propre confort avant le bien-être de son fils, et cet échec le hantrait pour le restant de ses jours. Mais vers la fin, un passage m'a fait sursauter. C'était l'ultime et sordide rebondissement de cette histoire, un coup de théâtre auquel je ne m'attendais pas du tout. Il expliquait avoir croisé quelques mois plus tôt un ancien ami de lycée de Léo.
Ils avaient discuté et cet ami, après quelques verres, avait laissé échapper une confidence. Il avait révélé à Richard que tout leur groupe d'amis savait que Catherine le trompait depuis des années. Et le premier à l'avoir su, celui qui était au courant depuis le départ, était Léo. Il s'avérait que Léo avait découvert la liaison de sa mère avec Marc alors qu'il était encore au lycée. Mais au lieu d'en être horrifié, il y avait vu une opportunité. Il avait utilisé cette information comme moyen de pression. C'était sa carte maîtresse pour obtenir de sa mère absolument tout ce qu'il exigeait, de l'argent, une voiture, l'absence totale de règles. Il faisait chanter sa propre mère depuis des années. L'accusation portée contre moi, précisait Richard, n'était pas seulement l'idée de Catherine. C'était un projet commun. Léo l'avait aidé à le planifier et à le mettre en œuvre. Il considérait mon héritage non seulement comme une somme que je ne méritais pas, mais comme de l'argent qui lui échappait, à lui et à sa mère, les deux personnes qui saignaient Richard à blanc de l'intérieur. En lisant ces lignes, le dernier élément du puzzle s'est imbriqué. Ce n'était pas la simple histoire d'une méchante belle-mère. C'était l'histoire d'un noyau familial parasite et profondément dysfonctionnel. Léo n'était pas seulement un enfant gâté qui suivait sa mère, il était un complice actif et volontaire, un manipulateur froid et calculateur à part entière. La lettre se terminait par l'annonce du départ de Richard, qui vendait la maison pour s'éloigner. Il ne demandait pas de réponse, estimant simplement que je méritais de connaître toute la vérité. J'ai plié la lettre et je l'ai posée sur la table. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais aucune tristesse, juste un profond sentiment d'aboutissement. Chloé avait raison, c'était la fin du chapitre. L'histoire de Richard, Catherine et Léo était bel et bien terminée. Ce n'étaient que des êtres tristes et brisés, prisonniers de la toile de leurs propres mensonges. Et moi, j'étais libre. Il y a quelques mois, Chloé et moi nous promenions sur la plage au coucher du soleil. La soirée était fraîche, et elle a posé sa tête contre mon épaule pendant que nous regardions le va-et-vient des vagues. Ma main était posée sur son ventre, où notre fille, notre premier enfant, grandissait en elle. Nous venions de passer la soirée chez ma mère où nous avions dîné à trois. L'écho de leur rire alors qu'elle débattait des prénoms du bébé résonnait encore à mes oreilles. C'était un son doux et joyeux. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait sous l'horizon, j'ai repensé au long chemin sinueux qui m'avait mené jusqu'ici. J'ai pensé à la douleur, à la trahison et à la solitude. Pendant tant d'années, j'avais été obsédé par cette famille perdue, par ce père qui m'avait rejeté, par cette existence qu'on m'avait volée. Mais là, aux côtés de ma femme exceptionnelle, avec notre avenir en route, j'ai compris que je me trompais de perspective. La famille n'est pas uniquement une affaire de lien du sang. Ce n'est pas un devoir lié à la naissance. Une véritable famille est une affaire de choix. C'est l'ensemble des personnes qui décident d'être là pour vous. Celles qui choisissent de croire en vous quand tout le monde vous abandonne, les personnes qui choisissent de vous relever quand vous tombez. Ma mère, qui n'a pas douté une seule seconde de mon innocence et s'est faite ma bouée de sauvetage dans l'obscurité. Elle est ma famille. Chloé, qui a contemplé mes fêlures et y a vu un homme digne d'être aimé, qui m'a appris que mes cicatrices ne me rendaient pas indigne d'affection. Elle est ma famille. La vie que nous construisons ensemble. La petite fille sur le point de naître. Voilà ma famille. Richard n'était pas un homme méchant, il était faible. Quant à Catherine et Léo, ce n'étaient que des êtres creux rongés par leur propre cupidité. Ils ne relevaient plus de ma responsabilité, ils n'étaient plus que les spectres d'une vie antérieure. J'ai serré Chloé plus fort contre moi, envahi par un sentiment de paix profonde. Le passé m'avait forgé, mais il ne me définissait pas. C'est mon avenir qui le ferait et, pour la première fois, face à cette immensité océanique, mon avenir m'apparaissait plus radieux que je n'aurais jamais osé l'espérer. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle aura fait écho en vous d'une façon ou d'une autre. Le chemin a été long, mais le partager fait du bien. Avez-vous déjà dû composer votre propre famille? Racontez-moi votre expérience dans l'espace commentaire ci-dessous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de mes publications. Prenez soin de vous.